Divertis-nous. Ah non, j'ai pas envie, vous avez été chiant. On va reparler d'un truc qui m'intéresse. Est-ce que Raz, il peut le faire un moment philo? Un moment philo? Ah non, je peux pas faire un moment philo. Si vous voulez, je peux vous lire du François Villon, si vous voulez. Ça, c'est un moment philo bien. En vieux français, en plus. Je suis pécheur, je le sais bien. Pourtant Dieu ne veulte pas ma mort. Mais converti, c'est vivant bien, et tout autre que péché mort. Soyez vrai, vous lentez. J'arrive pas, c'est en vieux français. Hop, c'est cancel. Allez. Raz, ça se voit que t'es un fétichiste qui lit un tiers de ce qu'il achète. Waouh, comment vous prêtez vos vices aux autres là. Alors là, Michotte. Les trucs que j'ai jamais lus, que j'ai achetés en livre, c'est dans les bouquins, c'est les essais politiques, les trucs Bourdieu. Genre ça, c'est les trucs que j'ai jamais réussi. Ou genre aussi Deleuze, Guattari, des trucs comme ça. Mais en roman, je pense que j'ai presque tout lu. Les BD, je les ai toutes lues. Par contre, ça, je les ai toutes lues. Ça, c'est clair et net. Et les trucs que j'ai jamais réussi à finir, ouais, c'est genre les trucs, genre Histoire de la folie de Foucault, trucs comme ça où j'en pouvais plus à la fin, j'avoue. Les trucs trop compliqués. Et Bourdieu, trop chiant. Genre trop relou. Ah ouais, c'est et trop philo dur. aussi, il y a certains trucs de philo que j'ai jamais fini. Genre bah, Nietzsche. le plus accessible de Bourdieu, c'est question de sociologie. Et c'est déjà pas simple. Et un livre illisible aussi, moi je suis sûr vous faites tout genre de l'avoir lu, c'est Le Capital. Moi quand tout le monde me cassait les couilles, il faut lire Bah, il Marx. faut être économiste en fait. Gros, j'ai commencé. Je suis désolé les gens, en plus ça implique des trucs du fonctionnement d'une société où je comprends rien, où il part dans des tunnels, sur la société féodale, sur comment ce truc marche dans je sais pas quoi, avec des textes, des mots techniques partout. Tu lis le manifeste du parti communiste voilà. et tu Moi fais pas chier j'ai comme lu tout le monde. aussi le truc sur la commune là, qui était un peu stylé et Oui, tout. voilà. Mais Mais genre, c'est Marx, par contre, il y a des trucs, notamment un Marx à lire qui est méconnu sous-côté, c'est le Marx jeune. Il y a plein de. Moi, j'avais un petit bouquin qui mettait. Genre la question juive. De quoi? Marx jeune, genre ses Bah, je écrits sais pas, antisémites et tout. Non, je sais pas, moi j'avais Non un petit bouquin, Ok, il y avait ça plein de va. ses lettres. Bon, ça va De alors. quand il était jeune, de petits textes, de petits trucs. Je crois qu'il n'y avait pas ça dans la compile que j'avais. J'ai eu peur. Et justement, enfin, il y avait plein de trucs, même où il parle un peu de lui, des trucs que j'avais trouvé très précis. Ouais. Lutte de classe en France, non pas lu. Par contre, j'ai lu le remake de Todd. Très bon remake. Trop bien. Ou le Capital, vous demandez à ChatGPT de vous résumer les points et c'est bon. Hein. Ah non, voilà c'est comment trop on fait la en vérité. 2021 pour parler du Capital. Aussi Lordon, capitalisme et servitude là. Ouais, non, moi je peux pas, je vous jure les gens, ça j'y arrive pas moi. Et pourtant j'ai lu le Lordon, Rouge et Noir en entier. La Société des affects, c'est son plus accessible, je trouve. Ouais. Un de ses plus accessibles et un de ses plus intéressants. Moi, je trouve que là où j'ai pris le plus d'idées à Lordon, moi, c'est dans la Société des affects. Ouais, mais parce que, en fait, moi je trouve que j'ai lu des romans qui étaient vraiment chiants à lire et compliqués. Mais en fait, la forme roman, même quand c'est dur à lire, tu vois, du Proust, bien verbeux. Oui, mais les essais, ça se lit pas comme un roman. En fait, je pense que beaucoup de gens aussi, et ça, moi, je faisais la même erreur au début, c'est que tu lis un essai comme un roman. C'est-à-dire, tu commences page 1 et tu lis de manière linéaire. C'est peut-être et ça en fait, qui m'a baisé c'est à chaque l'erreur. fois. Mais c'est l'erreur, gros, parce qu'un texte, surtout les essais notamment, peut-être, trucs de philo, trucs de sociaux incompréhensibles et tout, déjà, ça se lit jamais comme ça. Déjà, faut savoir qui a écrit ça, donc c'est quoi déjà les grandes idées de l'auteur ou de l'autrice en question. Faut déjà connaître un peu, entre guillemets, le personnage. Donc pour ça, faites des recherches, même assez basiques. Déjà, regardez des vidéos, lisez Wikipédia, prenez un peu déjà pour comprendre, genre Nietzsche, c'est quoi ses concepts, machin. Tu peux acheter des livres même. Tu as des livres maintenant qui parlent des concepts, qui expliquent les principaux concepts et tout. Et après, si tu es intéressé par une lecture, souvent, il y a des essais complémentaires qui expliquent, il y a des cours, il y a de la vulgarisation. Et là, en général, tu plonges dans le livre avec ça à côté. Mais moi, je comprends, c'était pareil quand j'ai commencé la philo, je lisais de A à Z, je comprenais rien. En fait, ça, c'est une connerie un peu. Ça sert à rien de faire ça. Justement, tu peux prendre le bouquin, puis même, tu vas lire un essai, le gars, il va t'expliquer, par exemple, la fin du bouquin pour te dire, en fait, voilà, par exemple, Spinoza, il dit ça à la fin de l'éthique. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le début de l'éthique comme ça. Mais genre, si tu lis de A à Z, comment tu te rends compte de ça? Là, t'as un spinoziste, un mec qui a étudié les textes de Spinoza, qui a étudié l'histoire de sa vie, qui a étudié les philosophes dont il s'est inspiré, les philosophes qu'il a inspiré. Et c'est pour ça que tu peux, entre guillemets, lui faire confiance. Et c'est après que tu développes ta... Mais c'est pour ça que c'est pas un roman. Un roman, tu le lis évidemment de A à Z. C'est fait pour. C'est une histoire. Mais c'est ça, c'est vraiment vrai. Là, je suis en train de lire un gros bouquin de 800 pages qui s'appelle Pourquoi êtes-vous pauvre? C'est un ricain fou, une sorte de journaliste sociologue. Et en fait, il va voir des gens dans le monde entier pour leur poser la question pourquoi vous êtes pauvre. Et en fait, il parle avec des centaines de personnes. Et du coup, j'ai arrêté de le lire linéairement. Et je regarde un peu parce qu'il y a des photos à chaque fois des gens. Et en fait,
fait, je regarde une photo de la tête de quelqu'un qui m'intrigue et je lis son témoignage. Et en fait, au final, j'ai plus lu le livre que je l'aurais lu parce que je l'ai lu de façon non linéaire et que j'ai lu en prenant des trucs qui m'intéressent. C'est totalement vrai. Et même, je vois Cassandre, ce que tu dis, c'est vrai aussi. Cassandre, il me dit tout le temps, lui, tous les trucs d'essais qu'il lit et même des romans, souvent, il a envie de les lire parce qu'il a vu quelqu'un lui en parler et dire ce qu'il avait kiffé. Genre, ce livre, il parle de ça, il est important pour telle raison. Et en fait, c'est là que ça lui donne le courage Il y de a une le lire. historicité Parce aux que voilà, idées. parce qu'il sait pourquoi il va aller le lire et ce qu'il va aller chercher dedans. Et justement, ça permet de te Exactement. canaliser dans ta lecture et dire ah, ce livre-là, il est intéressant pour comprendre tel truc sur tel truc. Et quand je vais le lire, ça va me permettre de le capter, quoi. Il y a un com que je trouve intéressant qui dit après lire une analyse d'un essai philo avant de lire l'essai, ça peut aussi biaiser ta compréhension première du truc. Alors moi j'ai envie de dire un gros oui à ce que tu Chercher dis, la dans le faute, sens où évidemment il faut que vous ayez du recul. Parce que par exemple, moi je trouve que Deleuze sur Nietzsche, c'est trop bien à lire, mais le Nietzsche de Deleuze, c'est Deleuze qui a lu Nietzsche en fait. C'est le Nietzsche de Deleuze quoi. C'est son Nietzsche à lui, que je trouve extraordinaire. Hein. Attention, hein, moi j'adore. Mais c'est pas Nietzsche quoi. Donc en fait, ça c'est important que vous ayez ça en tête. Et c'est vrai que des fois, moi j'arrive à repérer parfois des gens, comment ils me parlent d'un auteur, des fois je suis en mode ah ok, toi t'as lu Macheret, ok, toi t'as lu oh précis, il a lu Genet, oh il a lu. En fait, moi j'arrive à voir parfois qui ils ont lu, et c'est aussi la force de lire plusieurs auteurs qui pensent pas la même chose. Par exemple, Patrick Watling sur Nietzsche, c'est pas forcément la même vision que Deleuze. Et c'est comme ça que tu peux voir aussi un peu plus, ça va te permettre, toi, d'apprivoiser ton propre rapport au texte. Mais aussi, là où j'ai envie de nuancer ton commentaire, c'est qu'évidemment que la première fois que tu découvres des choses ou que tu lis un seul truc, c'est pas grave non plus. Ce qu'il faut, c'est avoir en tête quel commentaire tu as du truc. Plutôt que d'essayer de dire Nietzsche a dit ça parce que Rochdy a dit ça, faut que tu dises ok, selon le Nietzsche de Rochdy, et je Ouais, suis ça peut prendre même le être pire. un intérêt de le lire Bah pour oui. voir quelle connerie il a pensé. Et même c'est ce que disait Wissam aussi. Wissam, il parle pas mal de lecture sur ce stream là. Wissam, il va faire des exercices lecture où il file un livre à lire en un mois et au bout d'un mois, il fait une radio libre avec les gens qui l'ont lu. Il y avait plein de gens qui étaient en mode ah, j'arrive pas à le finir, etc. Et Wissam, il était en mode mais non, mais lisez tout ce que vous pouvez. Vous mettez pas la pression, vous traumatisez pas avec le bouquin. Si vous en lisez 20 pages, c'est bien. Si vous en lisez 60, c'est bien. Et en fait, si tous les mois, vous lisez ne serait-ce que 20 pages, le mois d'après, vous lirez 40 pages d'un autre livre qui en plus peut-être va plus vous plaire, qui sera plus facile à lire. Et en fait, au bout d'un moment, c'est de l'apprentissage, genre c'est une habitude, quoi. Et Bah oui. le plaisir de la lecture, il vient en lisant, quoi. Et donc le but, c'est pas de se traumatiser sur le premier truc que tu essayes de lire, c'est d'y aller par étapes. Et Bah puis oui. d'accepter aussi, faut accepter d'abandonner des livres. C'est l'école qui crée ce rapport traumatique à la lecture. Parce que réfléchissez, les gens, quand vous écoutez un album de musique, vous commencez par le premier de l'auteur. Vous écoutez direct le son qui vous enjaille. Parfois, ça vous fait écouter l'album. Dans l'album, vous avez des gros skips, vous avez des morceaux qui vous parlent. Quand vous regardez des animés, et il y a des animés, on vous les a un peu spoilés, et c'est ça qui a fini par vous donner envie de les lire. C'est une fois que vous avez compris que Full Metal Alchemist, ça parlait de la guerre mondiale, enfin que ça parlait du rapport un frère au sacrifice, peut-être que c'est ça qui vous a donné envie de le voir. Pareil pour des films, vous avez longtemps entendu parler d'un réalisateur avant de regarder tous ces films, etc. Enfin, on ne devient pas expert de Tarantino, tu vois, du jour au lendemain, ça prend du temps, machin. Et en plus, ça se décante tout ça. Et je pense que pour la pensée et tout ce qui est essai, donc c'est très large, hein, ça, on parle de philo, on peut parler de sociaux, mais on peut parler de psychologie, on peut parler de plein de domaines. En fait, dans tous ces domaines-là, vraiment, genre, ce qui va compter aussi, c'est le recul que vous allez avoir. Par exemple, moi, j'ai lu Nietzsche très jeune. La première lecture que j'avais de Nietzsche, déjà, je comprenais pas grand-chose. Mais Nietzsche aussi, en plus, c'est quelqu'un qui te dit ça, d'ailleurs, de la pensée, qui pense ça de la pensée. C'est un accompagnateur. C'est quelqu'un avec qui tu vis, tu vois. Et c'est une grille de lecture, en fait. C'est pour ça, moi, j'aime bien. D'ailleurs, je trouve les vrais marxistes un peu conséquents. Moi, je commence à les respecter par rapport aux gauchistes, et qui te disent qu'ils ont une grille de lecture marxiste et qu'ils essayent de l'appliquer au monde. Et que ça leur permet de tirer des analyses. Et ça, tu vois tout de suite qu'ils ont déjà un certain rapport aussi à la réflexion, parce que tu as des gens qui vont dire mais je lis Marx, donc Marx a raison. Tu vois. Alors qu'ils vont utiliser Marx, ils vont utiliser les outils marxistes sur des concepts. Bah, par exemple, même tu regardes Paduring, son rapport à Kluskar, ou Kluskar qui est un auteur marxiste qui est utilisé pour... lui, il a parlé du libéral libertaire pour parler des Cohn-Bendit à l'époque et de comment le libéralisme utilise le progressisme pour se faire accepter. Et t'as plein de gens aujourd'hui qui essayent de dire que globalement les Arabes, les LGBT et tout ça c'est pas bien, comme lui disait Kluskar. Et lui il est en mode mais non, ils ont mal lu le livre parce qu'à l'époque c'était pertinent. Et il explique justement qu'un jour ça va se transformer en libéralisme autoritaire, que va y avoir un retour du fascisme
dans le libéralisme, et aujourd'hui on est dans cette période-là. Et en fait, c'est là que tu vois que d'un même mec, tu peux avoir Alain Soral et tous les droitards qui en font une lecture pour dire les LGBT, les musulmans c'est mal, et tu peux avoir des gens pour dire le moment libéral libertaire avec le libéralisme progressiste est fini, et maintenant on arrive dans sa période de libéralisme autoritaire. Et c'est là que tu vois que la pensée d'un auteur et ce qu'il a écrit peut servir à tout, quoi. Nietzsche, je pense que c'est le meilleur exemple. Il a pareil, vraiment servi de fou, tout et rien. Mais parce que sa pensée, elle est trop puissante, et ceux qui l'utilisent politiquement en général, en plus, peuvent que se contredire. En fait, au bout d'un moment, c'est obligatoire. Le mot réflexion, ça veut dire quoi? C'est littéralement ce qui se reflète. Donc en fait, tu as besoin de plein de miroirs. Et c'est ça la réflexion, en fait. Et plus tu as de miroirs, plus ça va pencher, ça va pouvoir rebondir, en fait. Et c'est pour ça que le mieux, c'est pas d'avoir une seule grille de lecture, mais c'est de pouvoir les cumuler. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu saisis que certaines grilles de lecture sont particulièrement puissantes, voire meilleures que d'autres. C'est quand tu te rends compte qu'elles ont souvent raison. Typiquement, un marxiste un peu conséquent, dès qu'il va s'agir de penser le capital, dès qu'il va s'agir de penser le travail, les inégalités sociales, la lutte des classes, etc., c'est une grille de lecture qui va fonctionner dans énormément de cas. Mais tu peux aussi prendre les choses à rebours. Alors typiquement, quand avec Cassandre, on s'amusait à l'époque, c'est à dire qu'on peut utiliser les outils de la pensée nietzschéenne pour critiquer certaines attitudes queer tout en faisant l'éloge. Nietzsche n'a pas écrit un mot sur les droits LGBT. L'aristocratie mais queer. Tu peux autant voir la volonté de puissance dans le fait de justement de transitionner, de s'affranchir des normes, tu peux voir ça, comme tu peux aussi utiliser les critiques que fait Nietzsche des nouvelles idéologies en mode attention à construire, à déboulonner des étiquettes, à en construire de nouvelles, est-ce qu'on se renferme pas aussi? Et ça permet d'engager des réflexions les sur le genre, sur la non ça permet des réflexions, mais non, mais même des questions. Tu peux poser avec Nietzsche, tu peux poser la double question. Tu peux dire, est-ce que les non-binaires, c'est une nouvelle illusion? Comme tu peux dire, est-ce que finalement, transitionner pour répéter les stéréotypes de genre, est-ce que c'est pas aussi finalement se remettre une chaîne autour du cou, tu vois? Et quand tu dis ça, c'est pas pour dire du coup ça n'existe pas, c'est invalidé, mais ça permet de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on pense sa vie, c'est aussi comme ça qu'on pense aussi que découvre la puissance de la pensée, quoi. Les gens, je pense que aussi le rapport à la philo et la pensée qu'ils ont aussi, des fois, ils ont un rapport absolutiste à la pensée. Ça veut dire que par exemple, tu vois, il y a des marxistes qui vont faire un sort à Foucault et Deleuze, tu vois, par exemple, Paduring, il en fait partie, parce que ils ont un rapport très fonctionnel à ce qu'ils ont. Et si un auteur genre Nietzsche va être utilisé par des droitards, va être utilisé de manière un peu dandy, nihiliste, qui est complètement contradictoire avec Nietzsche en réalité, ils vont faire un sort à Nietzsche parce que il y a des choses dans ses œuvres qui te permettent de penser ça, et du coup ça va très vite le disqualifier, tu vois. Et que en fait, même des fois des penseurs qui te permettent de mal penser, ça peut être utile, tu vois. Par exemple, tu vois là ce que tu dis, l'exemple sur la non-binarité avec Nietzsche, de dire d'avoir une partie de Nietzsche qui pourrait te permettre de parler de cette nouvelle illusion que ça pourrait être, c'est pas pour dire que tu le penses, mais ça te permet d'explorer cette mauvaise idée. Et en fait, des fois c'est aussi ça qui est intéressant dans la philo, c'est de te dire comment une idée, comment cet auteur pourrait me faire mal penser ce sujet-là, en quoi peut-être dans cette mal pensée il y a 10% de pertinent que je peux garder, et comment même je me renforce. Ça veut dire que aller chercher à renforcer une opinion que tu as, que tu crois dur comme fer, et d'essayer de la confronter et même d'aller contre elle avec d'autres penseurs, ça peut paradoxalement te permettre de encore mieux la penser en profondeur, parfois de la nuancer, parfois non, parfois les deux. Enfin, genre penser contre soi-même, ça rend plus puissant en fait. Mais j'ai l'impression, pour simplifier les choses aussi, qu'il y a des gens, ils sont politico-centrés dans leur manière de penser le monde. C'est vrai. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, attention, même moi, je m'estime un peu être comme ça, j'ai plein d'aspects comme ça. Mais je pense que la pensée politique, en fait, ce qui est complexe, c'est que la pensée politique, au bout d'un moment, faut trancher. Tu peux pas être et un peu de gauche et un peu de droite. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, par exemple, si on vous dit, est-ce que tu veux expulser les migrants ou non? Est-ce que tu veux la 6ème République ou non? Est-ce que tu veux le salaire à vie ou non? Vous voyez, au bout d'un moment, tu peux dire, penser tous les paradoxes, toutes les contradictions, et il faut d'ailleurs le faire si tu veux être un bon militant, si tu veux avoir une pensée cohérente. Mais à un moment, il faut trancher. Tu vois, c'est ce que disait Sartre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aime beaucoup Wissam. Le truc de dire, à un moment donné, il y a un colonisé, il y a un colon. Le colon, il a plein de nuances, plein de paradoxes, plein de tout ce que on peut s'amuser à penser toutes ses souffrances, et il en a, parce que comme tous les autres êtres humains, mais à un moment donné, il y a un colon, un colonisé. Tu vois, faut aussi en politique trancher et parfois faire preuve d'une forme de manichéisme, alors après avoir bien réfléchi, tu vois, et assumer d'ailleurs d'être d'un côté du spectre en lutte contre un autre côté du spectre. Par contre, en philosophie, quand tu penses de manière un peu plus philo, de manière tu prends du recul,
là, il faut réfléchir autrement parce que pour moi, et c'est mon opinion, pour moi, ce qui caractérise la pensée, c'est le paradoxe. Le fait que justement, les choses sont puissamment paradoxales. Et du coup, tout de suite, vous voyez que c'est pas la même chose là, d'un coup. Parce que là, c'est que tu peux réussir à penser une chose et son contraire en même temps. Et alors, c'est ce qui fait vriller beaucoup de cerveaux qui sont en mode oula, mais comment c'est possible ça? Parce que parfois la vie, c'est une chose et son contraire en même temps, c'est l'envers et l'endroit. Et ça, c'est complexe à appréhender intellectuellement, ça rend les choses parfois même très abstraites, mais c'est ce qui permet justement de multiplier les points de vue. Et je pense que tu as beaucoup de gauchistes qui sont pas si sûrs, qui n'ont pas de théorie si claire que ça sur leurs idées politiques, que ça angoisse de questionner comment ils pensent, tu vois. Ça les angoisse d'aborder les choses d'une autre manière, tu vois. Par exemple, parler de tapis il y a 5 minutes, ça les angoisse de penser tapis comme une puissance de l'existence, tu vois. Ils ont l'impression que c'est de droite de penser ça parce que le gars avait des aspects de droite, tu vois. Ça les angoisse, donc ils le condamnent moralement et puis ils ont raison, tu vois, dans un point de vue de gauche, de dire tapis, la virée des gens, c'est factuel en fait, tu vois. Mais ça les angoisse de penser que ce gars-là, même quand il se bat contre le cancer, il a un truc intéressant à raconter. Il dégage quelque chose dont on peut s'inspirer, tu vois. Et c'est intéressant d'aller voir pour renforcer ses idées, renforcer sa pensée, renforcer qui on est. Et puis aussi parce que la vie va vous mettre des claques. Il y a des choses que vous croyez qui sont vraies et vous allez découvrir en permanence que c'est faux. Ou pire que justement, genre ça devrait se passer comme ça et que ça se passe exactement à l'inverse de tout ce que vous avez toujours cru. Et c'est ça ce qu'on appelle le réel aussi. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la définition de Bégodeau qui fait du réel. Je la trouve vraiment, je trouve il a mis le doigt sur quelque chose, tu vois. C'est quand il dit que justement le réel c'est ce qui vient contredire toutes les idéologies. C'est ça sa définition du réel et je la trouve super frappante. Parce qu'il utilise ça notamment pour beaucoup taper sur la droite parce que la droite fait qu'invoquer le réel en disant que voilà, face au wokisme, et le réel c'est ce qui les arrange et c'est très abstrait à chaque fois. Mais il utilise ça pour ça. Mais ce que j'aime bien avec Bégodeau, et c'est là où je vois le bon Nietzschéen qu'il est, c'est qu'il est aussi en mode attention les gauchistes, c'est aussi le réel, c'est ce qui vient vous contredire vous. Vous êtes en mode ouais, si on faisait ça, et le monde il serait mieux. Et en fait, vous faites ça et le monde il est pas mieux. Et c'est pareil. Et je pense que la gauche se mange tout le temps des claques du réel, que ce soit les ouvriers veulent plus voter pour, enfin une partie, attention. Une partie veulent plus voter pour eux, que plein de gens les trouvent méprisants. Et en fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est intéressant politiquement de s'essayer de s'efforcer de penser, en fait. C'est pour ça. Mais parfois, c'est des choses... C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a une sorte de... comment dire que la philosophie, c'est quand même... La politique, ça vient après la philosophie dans tous les cas. C'est que rien qu'avoir cette attitude-là de réflexion sur sa propre pratique politique, ça implique forcément que des fois, ça va se contredire. Que des fois, il va y avoir et votre corps... Et en fait, pourquoi... Par exemple, Nietzsche, pour moi, c'est l'auteur qui défend le mieux cette idée-là. Et pourquoi il le fait? C'est qu'il prend, par exemple, votre propre corps. Dans votre propre corps, ce qui fait que votre organisme, il fonctionne, c'est qu'il y a des forces contraires qui l'habitent et de ce chaos organisé, ça fonctionne. Vous voyez, votre température corporelle, elle navigue d'un truc soit trop froid qui vous tuerait à un truc trop chaud qui vous tuerait, elle arrive à être dans perpétuel équilibre parce que constamment, ça se bat de partout. Ça se bat entre vos intestins, votre cerveau, vos organes, vos muscles, vos trucs. Tout est en perpétuel en train d'essayer de conflit, d'essayer de faire des cellules qui se battent avec des bactéries, qui machin, des trucs qui se bouffent, qui veulent, qui sont là, des virus, etc. Et en fait, c'est ce bordel très organisé qui fait qu'en fait, ça tient, qu'il y a une forme d'équilibre chelou. Et on peut voir ça dans le corps social. Si on a envie de penser le corps aussi jusque-là, on peut voir ça dans la société. Vous voyez, on peut voir ça dans comment ça s'est organisé, le fait qu'on est plein à penser des choses extrêmement différentes, plein de cultures, que parfois on se fait la guerre, qu'on a envie de s'entretuer, qu'il y en a un, il se pense meilleur que les autres, du coup on veut l'arrêter, et en même temps nous aussi on se pense meilleur que les autres, etc. Ça fait que l'histoire elle continue. Donc c'est très matérialiste. C'est pour ça que Dany va devenir vegan. Non.